Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. On va parler de vie privée comme d'habitude et aujourd'hui j'ai un invité assez spécial. Son nom est Azarat. Azarat, comment ça va? Ça va bien, écoute, et toi? Impeccable, impeccable. Très heureux que tu sois ici avec moi en ce moment. Alors comment tu te présenterais à mon audience? Moi j'ai des gens qui s'intéressent de près ou de loin à la sécurité, à la vie privée. Quand quelqu'un te connaît pas sur internet ou ailleurs, comment tu te présentes? Je montre plutôt mes vidéos et la personne comprend direct que je fais des vidéos plutôt axées sur la cybersécurité, plutôt de la sécurité offensive. Je préfère laisser parler mes vidéos que chercher à me justifier sur mon thème de vidéo. Tu fais des vidéos axées cybersécurité offensive uniquement? Plutôt offensif au début, mais là on commence à... Des fois je m'oriente plutôt informatique, par exemple j'apprends comment faire un dual boot, l'installation d'une machine virtuelle. Et je reviens sur une particularité un peu spéciale qui m'a un peu interpellé, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de t'en parler, c'est que tu prends la vie privée très à cœur, tu prends ta sécurité très à cœur, ton anonymat, et je voulais te demander en fait pourquoi tu avais fait le choix justement d'être anonyme sur YouTube, et pourquoi aujourd'hui tu te protèges et tu ne postes pas sous ton vrai nom. Quelle est cette motivation? Bah écoute, quand t'es anonyme, les gens jugent plutôt ce que tu leur montres, plutôt ce que tu es. D'accord, Parce ouais, c'est un que excellent point. Ouais. si tu leur montres ta face plutôt sécurité, voilà, ma passion pour la cybersécurité, ils vont me juger plutôt sur cette face-là que ma face personnelle à moi, ma, ma réelle personnalité. Et c'est l'un des choix que j'ai fait en restant anonyme. Donc ton point, c'est l'assurance que le jugement d'autrui par rapport à ton travail ne soit pas altéré par tes traits de personnalité, ne soit pas altéré par des éléments de ta vie privée. C'est bien ça? Exact, c'est tout à fait ça. Justement, quel conseil tu donnerais aux personnes qui justement ont un réel intérêt pour la vie privée, un réel intérêt pour la sécurité? Aujourd'hui, si quelqu'un ne s'y connaît pas vraiment dans ce domaine et qui voudrait voilà opérer sur Internet dans l'anonymat ou avec un très fort intérêt pour la vie privée, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Il y a des ressources que tu conseilles ou des tutos que tu as fait? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pas forcément. Moi, je conseille plutôt d'utiliser des pseudos, des pseudos communs, voilà, comme par exemple, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit, par exemple, grenadine. Grenadine, c'est plutôt un fruit. Voilà, une personne qui va essayer de rechercher grenadine sur Internet, sur n'importe quel réseau social, il va tomber plutôt sur des fruits Bien sûr. qu'une personne, voilà. Et Ok. je prends grenadine parce que je l'ai sous mes yeux, mais Ok. voilà, c'est l'un des pseudos qui pourrait bien marcher pour garder sa vie. D'accord. En fait, ton point, c'est que le nom, le mot grenadine est saturé sur Internet parce qu'il représente autre chose. Donc, tu as l'assurance que lorsque tu tapes ton nom, tu tombes sur des trop ressources. Et si tu as un nom un petit peu spécial, un nom-prénom, admettons, un petit peu spécial, un petit peu unique, c'est vrai que quand tu vas taper ce prénom dans Google, tu vas tout de suite tomber sur la personne. Et alors, est-ce que si on tape Azarat sur YouTube, est-ce qu'on tombe directement sur toi, sur tes vidéos ou... En ce moment, oui, plutôt sur ma chaîne, mais avant, au tout début, quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça. Je pense que c'était un groupe de musique, je sais. Ok, donc tu les as dépassés au niveau référencement SEO, c'est bien. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ensuite, Azarat, il y a aussi Azarat dans les DC Comics, Ok. qui est bah, une île dans les Teen Titans. Et voilà, ça peut mener à confusion parce que plus de personnes connaissent Azarat vu cet angle-là que l'angle sécurité. Ok, donc c'est un personnage de fiction que tu t'es approprié pour maintenir ton anonymat et Voilà. opérer sous ce pseudo. Ok. C'est plutôt un univers qu'un personnage. Et c'est bien que t'en parles parce que ça permet aux gens de me donner un petit peu plus de contexte, trouver le vrai symbole qu'il y a derrière ce pseudo. Moi, je t'ai connu parce que t'as commenté une de mes vidéos. Après, je suis tombé un petit peu sur ce que tu faisais. Tu vois, j'ai trouvé ça très intéressant, très différent de de ce que proposent les autres. Parce que toi, la différence, tu vas vraiment dans la profondeur. Tu fais l'effort vraiment d'approfondir techniquement les choses dans tes vidéos et il y a une grosse communauté qui te suit et qui adore ce type de contenu assez précis et assez technique. Aujourd'hui, est-ce que tu as des prétentions en termes d'objectifs ou tu aimerais bien voir ta chaîne dans un an? Ça arrivera pas peut-être dans un an, mais je pense d'ici quelques années, au moins 2 ou 3 ans, j'arriverai à un certain stade où, entre guillemets, influenceur, et dans laquelle où je pourrais plutôt me permettre d'essayer de vivre de ma chaîne YouTube. Je dis pas en vivre, mais en faire tourner
j'en sais rien, par exemple un commerce ou je ne sais quoi. Voilà, de profiter de cette influence de ma chaîne pour d'autres objectifs et plutôt aussi de partager ce que je fais, partager tout ce qui se passe dans le domaine de l'infosec. À part la vulgarisation, comme on connaît tous Micode, euh, il n'y a pas vraiment de youtubeur qui va au profond et qui est encore actif à ce jour parce que la plupart des youtubeurs que je connais sont soit inactifs ou soit ont arrêté tout simplement les vidéos ou c'était pas pour eux ou ne trouvaient plus ça intéressant de faire de vidéos. Et c'est pour ça que voilà, j'essaie de prendre entre guillemets la relève des youtubeurs que je regardais avant de commencer. Mais ouais, à l'époque, je connaissais rien du tout. Quand je dis à l'époque, c'est il y a 3 4 ans où je touchais même pas un terminal. Je m'intéressais rapidement à l'infosec sans aller dans le sujet. Mais eux, dans mes souvenirs, je me rappelais, ils allaient vraiment au fond du sujet, ils expliquaient vraiment ce qu'ils faisaient, contrairement par exemple à ce que je pourrais prendre Micode, qui lui, comme il le dit, fait de la vulgarisation, c'est pour du grand public. Et voilà, en fait, c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais essayer de ramener au grand public le domaine de l'infosec, mais en version plus poussée. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire ça. Non, mais c'est tout à fait noble comme objectif. Et je pense qu'il y a un réel besoin de plus en plus de comprendre, parce que voilà, le savoir c'est le pouvoir, et de comprendre comment se passe une attaque, c'est aussi Ouais. important pour pouvoir s'en défendre. On est un peu dans la thématique du hacking, dans la thématique de la sécurité offensive, et j'aimerais Ouais. bien parler un petit peu d'éthique. Toi, est-ce que tu as des limites, justement? Où est-ce que tu t'entraînes dans la légalité ou pas? T'es peut-être pas obligé de le dire, t'es pas obligé de me le dire, mais aujourd'hui, comment tu fais pour t'entraîner au hacking sans violer aucune loi? Est-ce que tu as des terrains de jeu, ou comment on peut faire? Avec le temps, il y a des sites comme Hack the Box et Rotmi qui sont beaucoup développés. Il y a aussi pas mal d'autres sites, même style, qui ont surgi de nulle part. Et c'est ce que je trouve beau parce que il y a quelques années, ça n'existait pas du tout. Et voilà, petit à petit, ça commence à surgir de nulle part. Et ce que je trouve bien. Euh, par contre, euh, Rotmi, je trouve plutôt ça bien pour tout ce qui est challenge. Et Hack the Box, c'est plutôt pour en situation face à une machine, essayer de prendre contrôle de cette machine. Mais il y a aussi le défi du challenge parce que voilà, c'est différentes techniques à utiliser pour chaque fois essayer de prendre possession de la machine. Est-ce que tu veux dire que RouteMe, justement, c'est un chemin trop précis à emprunter, et Hack the Box, c'est un petit peu plus libre, où t'es plus en situation réelle, c'est ça? Pas forcément en situation réelle, mais oui, Hack the Box, personnellement, ça m'a beaucoup fait évoluer parce qu'on me disait pas, voilà, sur cette machine, il y a telle ou telle faille, il fallait essayer de trouver par toi-même la faille qu'il y avait sur cette machine. C'est-à-dire qu'il fallait scanner la machine, regarder les ports, regarder les services qu'il y a dessus, ensuite essayer de voir s'il y a une vulnérabilité dans ces services. Des fois, il y a des leurres. Voilà, en fait, c'est c'est ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait trouver dans la vie réelle que RootMe. RootMe, c'est écrit déjà, par exemple, je prends une vulnérabilité web, par exemple une XSS, tu sais déjà que tu vas essayer de trouver une XSS sur le site web. Et c'est ce qui est bien, il donne de la documentation, tant mieux. Par contre, contrairement à Hack the Box, il donne pas du tout de documentation et c'est à toi de chercher par toi-même. C'est réservé à quel cadre de personnes? À partir de quel niveau aujourd'hui quelqu'un peut se lancer sur Hack the Box et commencer à faire ses premiers pas dans le hacking? Qu'est-ce qu'il lui faut? Avant de te lancer dans Hack the Box et tout ça, dans tout ce qui est infosec, avant de parler d'infosec, déjà, il faut parler d'informatique. Il faut avoir un minimum de base en informatique. Ensuite, ensuite pour Hack the Box, déjà, il y a un challenge d'entrée. Voilà, il faut déjà réussir le challenge d'entrée. Il faut avoir un petit niveau. C'est pas incroyable. Un petit niveau, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faut avoir quelles compétences, si tu dois en citer quelques-unes pour ceux qui nous écoutent. Notamment du JS, du JavaScript, quelques bases en Linux. Et en fait, il y a plusieurs techniques pour arriver à premier challenge de Hack the Box, notamment tout ce qui est site web, tout ce qui touche au web en général, et du Linux. D'accord, ok, donc c'est ce qu'il te faut. Et tu sais, je t'ai parlé de tes objectifs, etc., mais on n'a jamais vraiment parlé de toi, comment tu t'es lancé là-dedans. Donc tu m'as dit que la suite logique des choses, c'est commencer déjà à apprendre les bases de l'informatique, les bases du système, l'architecture, je sais pas, déjà comment marche un PC tout simplement avec les différents composants. On va peut-être pas parler d'assembleur et de code en C. Où tu as commencé? Par quel langage de programmation? Et comment tu as appris et grâce à quelle personne? Moi,
Au tout début, j'étais plutôt hardware. J'étais plutôt dans tout ce qui est démontage, montage de PC. J'avais quoi? J'avais 10-12 ans. Je démontais les PC de mes voisins et des gens que je connaissais, qui n'utilisaient plus. C'était pour les aider, pour, euh, pour rendre des services, pour les aider. Pas forcément. Par exemple, je récupérais un disque dur, je le revendais. Je récupérais des barrettes de RAM, je les revendais. Je me faisais pas mal d'argent. Ensuite, petit à petit, voilà, je me suis intéressé plutôt à ce qui était software. Petit à petit, bon, Windows, un classique. J'ai appris ensuite le C Sharp. C Sharp, j'ai fait un cours, une année au CNED, pour ceux qui connaissent. Le CNED qui est une école, un centre de formation en Suisse, c'est ça? Non, pas du tout, c'est en France. C'est français de base. Voilà, une fois que j'ai fait un an, en fait c'était en parallèle de mes études. En ce moment, je suis en train de faire des études de commerce et en parallèle de mes études de commerce, bah voilà, j'ai décidé de faire un peu de programmation parce que voilà, il me fallait un peu de base en informatique. J'ai fait du C Sharp parce que je savais pas trop quoi prendre et voilà, c'était assez limité là-bas. À ce jour, le C Sharp ça me sert pas vraiment. J'ai des bases. Si un jour je devrais faire un truc en C Sharp, voilà, j'ai les bases, tant mieux. Mais si voilà, si un jour on me demande quel langage de programmation j'aurais voulu apprendre, j'aurais plutôt dit JavaScript. Parce que JavaScript, ça touche beaucoup plus au web que... Donc tu conseilles finalement aux gens de se lancer sur le JavaScript parce que tu penses qu'il est plus général et qu'il sert à plus de... Ouais, exact. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué à apprendre que le Python ou qu'un langage de programmation lambda. Ok. Et par rapport à tes études de commerce et tes connaissances en informatique, est-ce que ça t'arrive de mixer les deux compétences? Par exemple, est-ce que tu arrives à mixer, je sais pas, un peu de scripting avec ce que tu veux faire pour tes études de commerce? Est-ce que ça t'arrive de mixer les deux et si oui, comment? Pas du tout, pas du tout. En fait, de base, je me suis lancé dans le commerce parce que voilà, je m'intéressais à tout ce qui était marketing. Tu vois, je voulais être businessman. Ensuite, bon, je sais pas trop. Là, je suis en commerce. J'attends de plutôt finir commerce. Et ce qui est bien en Suisse, c'est contrairement en France, en Suisse, tu peux partir des études de commerce et tu peux aller dans l'infosec, tu peux aller dans ce que tu veux à partir de ce que tu as ce qu'on appelle chez nous une maturité, ce qui ressemble à peu près au bac. Tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, chez nous, tu peux partir d'un simple apprentissage et tu peux finir à l'université. En France, à partir du moment que tu te lances dans un apprentissage, tu peux pas aller à l'université, par exemple. L'ancien président de la Suisse est parti d'un simple apprentissage. Quand j'aurai fini ma formation, j'aurai des bases en commerce et j'ai plutôt me réorienter cybersécurité. Et du coup, j'aurai les deux compétences. Moi, selon mon expérience et les formations que j'ai eues, c'est vrai que dans les écoles d'informatique classiques, on n'arrive pas finalement on n'arrive pas à avoir des cours orientés vente, on n'arrive pas à avoir des cours orientés justement sur la présentation et on a du mal des fois à comprendre le contexte global dans lequel on est. Et ça, les études de marketing, de business, etc., ça t'apporte un contexte. En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est que voilà, nous, les développeurs, nous, les gens dans l'informatique, des fois, on a un petit peu trop le nez dans la technique et c'est assez dur, en fait, de faire un pas en arrière et de regarder, en fait, voilà, où est l'économie aujourd'hui et où on va tendre. Et c'est ça aussi qui est important. C'est un ingénieur qui a du contexte sur son métier. C'est un meilleur ingénieur, même s'il connaît moins en technique. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a le contexte et il saura où aller. Et justement, ce qu'il fera sera en accord avec la direction qu'il veut prendre. Et ça, pour moi, c'est essentiel justement d'avoir cet aspect économique, cet aspect business, c'est tout à ton avantage. Justement, est-ce que t'as des écoles, t'as des formations à te conseiller? Est-ce que t'as déjà suivi, je sais pas, des mock-ups en ligne, des formations en ligne? Qu'est-ce que t'as fait en fait? Bah, ma formation CNED, c'était en ligne. Je devais envoyer mes devoirs en ligne directement au prof. Et voilà, c'était plutôt, ça marchait comme ça. Il y avait des devoirs, ils m'envoyaient envoyés par la poste, moi je les faisais et je les renvoyais en ligne. D'accord. Et est-ce que t'as eu des exercices un petit peu atypiques que t'aimerais partager, les exercices dont tu te souviens, à quoi ça peut ressembler en fait quand on est en formation au CNED? C'est plutôt de la création de logiciels applicatifs, c'est tout ce qui est bah voilà, gestion des stocks par exemple. Il y a quoi encore? Il y avait tout ce qui est comptabilité, recevoir l'input, traiter l'input,
ressortir un output, c'était plutôt du style là. Donc, tu as des données en entrée. Excuse-moi, je reformule pour mon audience et pour ceux qui comprennent pas input, input. Tu reçois des données en entrée, tu dois appliquer un certain traitement dessus et tu dois les ressortir formatées, c'est ça? Voilà, exact. Ok. Et parfois c'est pas évident et Donc, t'as eu des sueurs froides et des longues nuits blanches. pas des nuits blanches, mais des sueurs froides. Ouais. Ok, waouh. Ok, donc ouais, comme quoi il faut y mettre du cœur et c'est aussi un métier de passion quoi, parce que c'est vrai qu'il faut y passer du temps et c'est pas parce qu'on apprend uniquement à l'école et qu'on a le diplôme à la fin qu'on est opérationnel sur tous les sujets. Justement, on sort de l'école et on se rend compte qu'on ne sait rien. Exact. En fait, j'avais revu une vidéo sur YouTube d'un mec, je me rappelle plus du tout comment il s'appelle, mais il nous disait ce que vous savez, ce qui va vous définir, c'est ce que vous faites en dehors de l'école, pas à l'école. À l'école, c'est juste pour apprendre par cœur. J'ai entendu une autre variante assez intéressante qui est quasiment la même chose. C'était justement l'école, elle sert uniquement à avoir des contacts, à justement être avec des personnes qu'on n'aurait pas pu croiser dans la vie de tous les jours. Et ça va te donner un espèce, il va falloir être ouvert un maximum et essayer de parler au plus de personnes possible pour, si tu veux, bâtir un réseau et pour bâtir des amitiés. Et justement, ce qui est intéressant, c'est les rencontres. Ça va faire un peu cliché, mais c'est vraiment les rencontres qui vont forger des amitiés qui vont durer, qui vont forger des Ouais. contacts qui vont durer. T'as des points de vue très différents en fonction des gens, même dans ton école. Si t'as eu la chance d'aller dans l'université, il y a des gens qui viennent de toutes les classes sociales. Donc ça peut être aussi intéressant au point de vue modèles mentaux. Tu vois qu'on n'a pas tous grandi de la même manière, tu vois qu'on a des histoires différentes, et cette mixité, ça apporte une réelle valeur. Ouais, ça se passe exactement comme ça, notamment au lycée. On remarque pas ça au collège. Au collège, on est plutôt encore innocent, en tout cas la plupart des cas. Mais au début du lycée, on arrive tous d'un coup, on commence à faire des rencontres. Ensuite, petit à petit, avec l'évolution, il y a des groupes qui vont se former, il y a des personnes qui vont se mettre avec d'autres, il y en a d'autres qui vont commencer à faire le tri des personnes. Et petit à petit, voilà, ces groupes vont se former, ils vont rester ensemble. Ça marche en général comme ça. Et aujourd'hui, t'as des amis qui te suivent dans ton aventure sur ta chaîne YouTube, avec qui tu collabores justement pour faire tes vidéos, ou c'est un travail que tu réalises tout seul? C'est un travail que je réalise tout seul. Il y a qu'une seule personne qui est au courant. Euh, non, deux personnes. Ben, mes parents, évidemment. Mon parent, je veux dire plutôt. Et bah, une amie à moi, et c'est tout. Et j'aime pas trop en parler. Je voulais te demander justement quand tu sors une vidéo, quand tu finis ton processus de montage, etc. Qu'est-ce qui te donne le plus de satisfaction en fait quand tu vas faire ça? C'est plutôt me renseigner sur le sujet et écrire la vidéo. C'est ce qui me passionne le plus. Ensuite, la tournée, ça aussi j'aime bien. Ensuite, le montage, voilà, c'est une épreuve à passer. On peut passer 4, 8 heures, même 12 heures sur un montage parce qu'il faut qu'il soit parfait, en tout cas pour ma part. Et même des fois, quand je veux qu'il soit parfait, bah, il y a toujours deux, trois erreurs qui arrivent à se faufiler. Et voilà, ben, ouais, c'est plutôt ces parties-là. Ensuite, quand je le upload, c'est pas que ma vidéo n'existe plus, elle est toujours là sur ma chaîne, mais voilà, j'essaie de passer à un autre sujet. J'essaie de passer à autre chose. Toujours avancer. C'est vrai que tes vidéos, elles sont très très minutieuses et très très bien faites, que j'invite à regarder. Elles sont très explicatives et justement tu mets du cœur à l'ouvrage et ça se voit que tout est calculé, tout est timé et les animations sont vraiment bien faites. Ça donne vraiment envie de regarder quoi. C'est vrai que moi je suis un petit peu plus feignant là-dessus, donc honte à moi. J'ai dû apprendre par moi-même à utiliser Premiere Pro, After Effects, Photoshop. Comment tu fais ta veille techno? Aujourd'hui, comment tu viens avec des idées pour des nouvelles vidéos constamment? Ma communauté, hein, ma communauté est tout le temps en train de me demander, tu peux faire une vidéo sur ceci, tu peux faire une vidéo sur cela, tu devrais faire plutôt des vidéos comme ceci, tu devrais faire plutôt des vidéos comme cela, et je les écoute beaucoup, c'est le cas. Et voilà. Et ouais, c'est beaucoup dans les suggestions de mes vidéos et sur Discord, beaucoup sur Discord aussi. Tu peux faire une vidéo comme ceci, tu peux faire une vidéo comme cela, et bon, je les écoute. Ensuite, la majorité des cas, il y a des bons retours. Et en général, quand j'essaie de me lancer dans des trucs un peu un peu ouf, je me foire. Par exemple, ma vidéo sur le deep web, je me suis complètement foiré. Et voilà. Ok, donc est-ce que c'était un échec
Tu considères ça comme un échec? Tu considères ça comment, cette vidéo qui n'a pas marché? Bah écoute, il y aura toujours des échecs. Si tu tombes jamais, jamais tu pourras te relever. Et voilà, fallait que ça arrive. Et je me suis relevé Qu'est-ce que tu as appris à travers cette vidéo qui n'a pas marché? à apprendre l'anglais. Ah ouais, ça c'est définitif. Ok. J'ai commencé à apprendre l'anglais hein, parce que moi de base en Suisse on parle beaucoup français et allemand. L'allemand j'ai une bonne compréhension. J'arrive à parler aussi un peu. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé succinct de ta vidéo et pourquoi elle n'a pas fonctionné? C'était une vidéo à propos de quoi? C'était une vidéo à peu près du deep web. En fait, elle a marché, mais en version bad buzz. C'est-à-dire que, en fait, je parlais avec un gars et j'avais l'impression qu'il m'écoutait tout simplement. Parce que je parlais en même temps que j'écrivais sur mon clavier et j'avais l'impression qu'il savait ce que j'allais dire. Alors, c'était totalement une coïncidence. Et moi, j'ai pris peur pour rien. Parce que en ce moment-là, j'ai pris peur pour rien. Et du coup, j'ai commencé à dire n'importe quoi. J'ai dit, oh putain, il m'écoute, nanana. Et bah écoutez, bah voilà. Mais est-ce que finalement, justement, moi je vois pas ça comme un fail. Moi, je vois toutes les personnes de toute manière qui s'intéressent de près ou de loin à la sécurité, à la vie privée ou hacking, c'est des gens qui ont une nature un peu paranoïaque et c'est normal parce qu'on est amené à questionner tout. On est tout le temps amené à questionner sa sécurité, on est tout le temps amené à questionner les traces qu'on laisse en ligne. Et moi, je trouve ça tout à fait noble. En fait, c'est normal que tu aies douté. Et c'est même bien quoi d'avoir ce petit côté. Et si il m'écoutait, tu vois, vaut mieux être parano. J'avais pris pourtant toutes les protections nécessaires, c'est-à-dire que j'étais sur une machine virtuelle, j'avais un VPN, un proxy, j'étais totalement protégé, mais j'avais quand même pris peur parce que le mec m'entendait. Ça, c'est ton setup de d'habitude pour te protéger et pour être anonyme en ligne. C'est proxy, c'est VPN et c'est quelle couche en fait, dans quelle couche tu vas empiler les choses pour euh, pour être sûr d'être anonyme. En fait, c'est pas pour être anonyme, c'est plutôt pour me protéger moi-même, pour pas qu'une personne malveillante parce que sur le deep web, sur le dark web, euh, on sait pas à qui on a affaire. Du coup, c'est-à-dire que déjà machine virtuelle, parce que je veux pas que ma machine physique soit infectée s'il arrive quelque chose. Ensuite, VPN qui est bien évidemment en dehors de la machine qui va être infectée, qui sera sur ma machine virtuelle, mais je la configure en NAT, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais un PC dans mon PC et le PC protégeait le PC qui est dans le PC par le VPN. Ok, donc il faut passer par deux couches OS. Il faut qu'il y ait finalement deux failles sur deux systèmes d'exploitation différents pour pouvoir arriver à une vulnérabilité et pouvoir entre guillemets pénétrer ton ordinateur. C'est ça? Non, on pourrait directement l'infecter depuis le navigateur Tor, mais à ce jour, il n'y a pas de faille sur Tor. Mais oui. Justement, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps axé sur les VPN et je conseille justement des prestataires de services justement pour avoir un abonnement payant. Toi, tu utilises quoi comme VPN si tu as envie de le citer? Pia VPN, Pia VPN, c'est un très bon VPN. C'est pas NordVPN. Eux aussi ils ne gardent pas les logs, mais comme au jeu de la loi, ils sont obligés de le garder. Du coup, on se doute un peu. En fait, tous les services de VPN sont, aux yeux de la loi, obligés de garder une trace de leurs utilisateurs. Même s'ils ne peuvent pas vraiment lire ce qu'ils ont pu faire, parce que tout ça est bien évidemment chiffré. Et ils doivent garder une trace de ce qu'ils ont fait. Alors, on peut pas dire un VPN no logs n'existe pas, même s'ils le disent, mais ouais, c'est Pia VPN. Et d'ailleurs, on m'avait parlé d'une histoire avec Pia VPN, dont des hackers avaient utilisé Pia VPN pour attaquer un serveur, et le FBI ont demandé à Pia VPN les logs de tout simplement de ces hackers, et Pia VPN ont refusé, ils sont partis au tribunal et ils ont gagné. D'accord, ok. Alors, juste un petit point rapide pour ceux qui nous écoutent, on ne conseille pas l'utilisation d'un VPN pour faire des opérations illégales. Nous, on vous conseille l'utilisation d'un VPN pour garder votre anonymat, mais tout en restant dans la légalité. On n'est pas en train de dire qu'il faut acheter un VPN
pour hacker ceci ou cela. Non, vous êtes responsable de vos actions et ça marchera pas comme ça. Si le FBI est sur votre dos, si les services gouvernementaux sont sur votre dos, ils auront votre peau. Donc ça sert à rien de passer sur ces services. Justement, comment tu te renseignes justement peut-être tu m'as raconté cette histoire de VPN. C'est quoi tes sites de news favoris Ah, cette histoire de VPN, on me l'avait racontée. Du coup, je te la raconte. Mais je pense il pourrait avoir des traces encore sur Internet. Mais ouais, les sites que je regarde beaucoup, de Hacker News, la base. Ensuite, voilà, beaucoup sur Twitter. Il y a beaucoup d'informations qui se passent sur Twitter. Et Est-ce qu'on a un voilà. Twitter pour pouvoir te suivre où on peut te retrouver tes news, tes actus? Ouais, Hazard Attack. Ok, bah je mettrai le lien dans la description. Donc Twitter, Hacker News, et c'est deux vecteurs de news qui peuvent couvrir 90% de tes besoins, c'est ça? Ouais, exactement. Bah ouais, bah sur Twitter, c'est les informations les plus récentes. Ensuite, il faut bien évidemment suivre les bonnes personnes, hein. Par exemple, je cite Zats. Il y a encore qui doit être F-Society, qui voilà, il a trouvé beaucoup de failles en ce moment, de vulnérabilité, surtout notamment dans les votations indiennes. Il y avait une vulnérabilité. Il y avait qui d'autre? Bon, c'est ces deux-là, c'est ces deux plus gros-là, Zats et F-Society que je suis le plus. Ensuite, il y en a plein d'autres, mais c'est ces deux-là qui me viennent à l'esprit quand je pense à source d'information. Et j'imagine que le Twitter de Hacker News retweet les principaux actus à suivre, comme ça on peut rien louper. Ouais, bon, en fait, c'est ça, en fait. Il suffit de retweeter un tweet et tes abonnés ont accès à l'information. Et si eux-mêmes retweetent le tweet, ça veut dire que leurs abonnés, à eux, ont accès à l'information et ça marche comme ça. C'est ce que j'aime bien sur Twitter. C'est l'information va vite. Ah, donc c'est une espèce de cascade d'informations, c'est un énorme relais quoi. Cette information elle est dupliquée fois 5000 si le tweet est viral. Effet boule de neige, voilà, effet boule de neige. Ensuite, dans mes sources d'information, il y a un autre truc qui est bien, c'est un serveur Discord qui s'appelle OSINT.fr, qui est géré par des gens, des connaissances. Et voilà, je trouve pas mal parce qu'ils partagent beaucoup d'informations, notamment sur les leaks, géopolitiques, tout ce qui se passe en gros dans le monde. Et c'est ce que j'aime bien. Que ce soit sur que ce soit sur la pédophilie, le terrorisme, l'OSINT en général, tout ce qui touche à l'OSINT, ils partagent beaucoup sur ce serveur Discord. Et aussi, qui je rappelle, c'est de l'investigation numérique à partir du contenu open source qu'on peut retrouver sur Internet, qui est disponible partout, quoi. On va associer plusieurs informations et ça va nous donner des indices, ça va nous donner des pistes pour raconter une histoire. Finalement, c'est du journalisme entre guillemets ce site-là. C'est ça? Voilà, exactement. Non, c'est un serveur Discord, mais ouais. Où c'est qu'on peut te suivre à part sur Twitter, sur ta chaîne YouTube? T'as des autres canaux de discussion que tu t'aimerais promouvoir? Principalement Discord où j'y suis tous les jours. Il suffit de me ping et je peux vous répondre. Ok, il y a à peu près combien de personnes sur ton Discord? C'est quelque chose qui bouge pas mal? Ouais, ces derniers temps, ça a beaucoup augmenté. Sur mon ancien serveur, j'avais à peu près 300 personnes. Il a été supprimé vu qu'il y a des personnes qui sont amusées à partager des trucs pas très légaux dessus. Du coup, là, mon serveur, ça fait quelques mois qui reprend et là, on est à peu près à 450 personnes sur le serveur. Ok, impec. Donc c'est tous des gens qui ont pour intérêt le partage autour du hacking, de la sécurité voilà, le but du communauté c'est de s'entraider et peut-être que vous partagez justement des astuces ou je sais pas, vous faites des soirées hack in the box, non? Vous faites des choses comme ça? On faisait beaucoup ça. En ce moment, de moins en moins, surtout, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en période. Mais ouais, on pouvait passer des soirées sur RootMe ou sur The Box à faire des challenges. Ok, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines qui arrivent, pour les mois qui arrivent? Bientôt la monétisation et les 10 000 abonnés parce que là, je pense qu'avec les vacances d'été, j'aurai énormément de temps pour faire des vidéos et je pense qu'à la fin des vacances, j'aurai, je pense, clairement les 10 000 abonnés.
Ok, donc ça c'est une super nouvelle. Allez tous le suivre, il fait vraiment du super travail. Enfin, c'est vraiment précis, c'est vraiment technique et je pense que ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne, à aller sur son Twitter et à rejoindre sa communauté Discord si vous voulez baigner dans cet univers, parce que c'est toujours plus sympa d'être imprégné d'une communauté pour pouvoir continuer à apprendre. Merci à toi Zarat, bonne journée. Merci à toi. Merci. Bye.